Alors, je m'appelle Mohamed Saleh Haroun et je suis ici dans le cadre du festival Traversée à Lunel pour présenter mon nouveau film qui s'intitule Soum Soum, la nuit des astres. Alors, Kelou et Aya, pour la première qui est le personnage principal, c'est une adolescente qui vit dans un village un peu retiré du monde dans le désert, dans le nord-est du Tchad, et qui a un pouvoir comme ça surnaturel, elle a des visions, des choses comme ça. Donc on la considère un peu comme une fille maudite, d'autant plus que à sa naissance, en fait, sa mère a accouché, en fait, elle est morte en couche, la mère. Donc on estime qu'elle est un peu responsable de la mort de sa mère. Et elle rencontre à un moment donné cette femme, donc le second personnage, Aya. Et à ce moment-là se crée une relation assez mystérieuse, mais assez puissante, une sorte d'amitié, où l'une, Aya donc, qui est revenue dans ce village où elle était bannie, va en fait, elle est revenue là en réalité pour mourir, parce que c'est sa terre de naissance. Et se tisse alors un lien assez mystérieux entre ces deux femmes-là. Et Aya aide Kelou en fait à trouver un peu son équilibre. C'est des légendes un peu de ce coin-là, et je voulais un peu opérer une sorte de décentrement un peu, c'est-à-dire que adopter un autre point de vue un peu sur le monde. Donc quand on est habitué à un certain type de récit, on est un peu bousculé, mais je voulais ça en fait par rapport à un certain cinéma dominant et tout ça. Et je voulais un peu inviter à une sorte de voyage spirituel, philosophique aussi, parce que le film est un conte qui s'assume comme tel, et aussi sensoriel. Donc pour accompagner cette fille-là, en retrouvant pour moi les fondements du cinéma, c'est-à-dire l'émerveillement, la magie, et tout film comme un voyage en fait vers quelque chose d'inconnu et où on sort un peu gorgé de pas mal de choses, de sensations et tout ça. C'est un peu comme ça que je l'ai conçu, et dans cet environnement qui est le site le plateau de l'Enedi, qui est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il y a quelque chose comme ça, cette espèce de vie entre ces rochers qui sont presque des sculptures et les gens qui vivent là, et le lien qu'il y a entre eux, enfin en se disant que ces rochers-là, ayant forme humaine, en fait c'est des incarnations des morts, etc. Voilà, ces légendes-là étaient importantes pour un peu réfléchir notre rapport au vivant, au monde, comment on occupe l'espace, comment on se transmet une certaine mémoire, comment l'histoire en fait passe d'une génération à une autre, etc. C'est un lieu assez mythique quand même, on en parle au Tchad, mais il est très éloigné, donc il faut quand même 2 jours de voyage en voiture, presque 3 jours. Et quand je suis allé pour la première fois, que j'ai vu cet endroit-là, ben, il pourvoit en fait des histoires. C'est un paysage qui est porteur d'histoire. On a l'impression qu'il y a une mémoire, et ces rochers qui sont là, c'est les seuls éternels en fait. C'est-à-dire qu'à la limite, s'ils devaient, eux, raconter l'histoire de ce village-là, ils auraient leur propre point de vue, ils ont tout vu puisqu'ils étaient là bien avant le commencement du monde, ou avec le commencement du monde, et ils ont vu passer des êtres vivants qui sont morts, qui sont enterrés là, et comme c'est le désert, en fait, on enterre les gens, et le vent de sable vient emporter un peu tout, et ce vent de sable qui efface un peu les traces de ces morts, en fait, c'est le même vent qui sculpte aussi ces rochers, et donc il y a un lien comme ça. Et j'aime bien l'idée de croire que ces personnes mortes, ces cadavres, en fait, se transforment quelque part en rochers et veillent un peu sur l'éternité de cet endroit-là. J'ai travaillé avec Laurent Godet, prix Goncourt, je ne sais plus en quelle année, et moi j'aime beaucoup le travail de Laurent Godet, je ne le connaissais pas, mais j'avais tout lu de lui. Et un jour, j'ai publié un roman, et on s'est retrouvé dans une émission littéraire, radiophonique. Et là, c'était un cadeau pour moi. Je lui ai dit, est-ce que ça l'intéresserait de travailler avec moi?
Et il a accepté, donc je lui ai envoyé un traitement d'une 20aine de pages sur cette histoire. Et je voulais travailler avec lui parce qu'il a toujours une portée mythologique dans tous ses récits. Et on a trouvé un terrain d'entente parce que, curieusement, ces livres comme Eldorado, la mort du roi de Songor, enfin tout ça, on a l'impression qu'il se passe en Afrique. En réalité, non, il n'a jamais mis les pieds en Afrique noire. Et il s'inspire plus de la mythologie grecque, mais on a trouvé quand même des correspondances entre ce qui était la mythologie grecque et puis ce qui se passe en même temps, ces légendes qu'il y a chez moi. Et on peut trouver chez le personnage principal de Kelou, dans mon film, un peu la figure d'Antigone, en fait. Donc voilà, c'est ça un peu des... Je pense que tout ce qui est réflexion ou questionnement existentiel est universel, en fait, et on le retrouve un peu partout sur notre planète. Ouais. Que les sorcières, c'est quand même une figure universelle hein, dans toutes les sociétés, puisqu'elles sont toutes au commencement patriarcales. On a toujours mis de côté les femmes qui se veulent un peu indépendantes ou qui ne se comportent pas comme on aimerait qu'elles se comportent. Et à partir de ce moment-là, on invente quelque chose pour dire que cette personne-là est à exclure, parce que dès qu'il y a un... Parce que c'est la possibilité, c'est une potentialité de révolte, en fait, cet exemple-là. Donc il faut l'étouffer, et c'est ce qui se passe avec Aya, mais elle transmet à Kelou, et je pense que cette lutte des femmes, enfin féministes, féminines, ben, elle se fait à bas bruit comme ça. Il y a une transmission et il y a quelque chose, une mémoire qui est vivace. Ouais. Des visions, oui, il y en a eu dans une saison en France où il y a un homme qui se retrouve en France, réfugié politique, avec ses enfants, et sa femme a été tuée en fait chez eux dans une guerre civile, et il la voit apparaître un soir où il est en train de repasser les habits de ses enfants, il la voit apparaître, donc oui, la tentation était toujours là, mais là, le paysage m'a donné cette possibilité en fait de travailler sur le fantastique, parce qu'il peut dire beaucoup sur nous le fantastique en fait, parce que c'est toujours une question de désir, de volonté de voir en fait autre chose que la réalité. Et ça n'exclut pas la possibilité de poser des questions qui en fait sont vraiment actuelles. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Parce que je pense que le paysage, euh, en fait, pourvoit toujours en fait une histoire, quoi. C'est-à-dire que, à la limite même, on peut se dire que les personnages sont caractérisés par le paysage qu'ils habitent, en fait. Que je suis certain que les paysages nous transmettent quelque chose, quoi. Voilà. Habiter dans la forêt ou à la montagne, c'est pas le même rapport au monde, et on le voit d'ailleurs. Les gens qui aiment la plage n'ont pas la même philosophie de la vie que les gens qui aiment la montagne. Il y a quelque chose de plus frimeur, considérant la mer un peu juste comme un lieu de défoulement. Et la montagne, c'est un autre rapport, en fait, une connexion avec la nature, quoi, voilà. Lunel me transmet un calme, en fait, une sérénité comme ça, un bonheur de vivre, parce que j'ai fait un tour un peu dans cette ville et il y a comme une âme comme ça, tranquille et tout, c'est très agréable. Ouais. Ouais. Voilà.